Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Bienvenue à l'épisode 45 des rencontres de Training New. Alors, épisode 45, mais aussi premier épisode de la deuxième saison des rencontres de Training New. Donc, je suis ravi pour cette rentrée d'accueillir trois banquiers de la banque Autingre que je vais présenter dans quelques secondes. Avant ça, je vous rappelle le principe des rencontres de Training New. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est évidemment renforcer votre connaissance des secteurs corporate finance et conseil en stratégie. C'est corporate finance aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, c'est aussi mieux connaître les entreprises de ces secteurs pour préparer vos prochaines candidatures. Voilà. Avant enfin, peut-être présenter nos trois intervenants, Bernard Legendre, qui est associé au sein de la Banque Autingre, qui est diplômé de HEC Paris, qui a débuté sa carrière à New York en M&A chez BNP Paribas. Et après un court passage au sein du corporate GE, il a rejoint les équipes de la Banque Autingre en 2009, si je ne me trompe pas. Et vous êtes aujourd'hui, Bernard, associé au sein de la Banque Autingre depuis 2017. Nina Lopez, qui est vice-présidente chez la Banque Autingre, qui est diplômée de l'EM Lyon et qui a débuté sa carrière comme analyste au sein de la banque et qui est aujourd'hui VP. Donc, vous avez débuté, Nina, analyste en 2017. Et Pierre Luisin, qui est analyste, donc diplômé de l'Université Paris-Dauphine. Pierre a fait plusieurs stages en corporate finance, en private equity, chez Tikeo Ace et en M&A, d'abord chez Adviso Partners, puis au sein de la Banque Autingre. Et il a poursuivi ses missions au sein de la Banque Autingre comme analyste à partir de janvier 2023. Je suis ravi de vous accueillir tous les trois et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Avant de poser la première question, juste quelques rappels sur Training New, qui on est. On est la première plateforme de préparation aux entretiens, à la fois en corporate finance et en conseil en stratégie. Training New a été cofondé par Yong Tae Gwan et moi-même en 2019 sur la base d'un constat très simple. C'est le décalage entre les cours de l'école qui sont bons mais parfois un peu théoriques et les exigences très pratiques, très concrètes des process de recrutement dans ces secteurs, et évidemment en M&A en particulier. On a une mission très simple, c'est compléter, non pas remplacer, mais compléter les cours que vous avez à l'école avec des contenus très dédiés à la préparation des entretiens et à la formation aux compétences opérationnelles, aux skills pratiques qui sont requises en poste en début de carrière. Quelques chiffres, on a accompagné plus de 6000 étudiants depuis notre lancement en 2019. La majorité a suivi l'un de nos packs en ligne sur la plateforme que beaucoup d'entre vous connaissent et d'autres aussi suivent nos bootcamps qu'on organise de manière ponctuelle au cours de l'année. On a une cinquantaine de partenaires associatifs euh, avec les écoles, Carré Center en général, et des entreprises avec qui on organise des événements et à qui on peut recommander nos étudiants. Enfin, nos alumni aujourd'hui travaillent dans plus de 200 entreprises du secteur. Vous avez quelques exemples de logos sur cette page. Voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation et je vais évidemment passer la parole à nos intervenants. La première question, elle est pour vous, Bernard. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Banque Autingre et ses particularités par rapport aux autres acteurs de la place? Parfait. Bah, écoutez, merci Guillaume. Quelques mots sur la banque, qui est on va dire un animal un peu particulier dans le monde du corporate finance et de la banque en général, puisqu'elle est assez ancienne. Elle a été fondée en 1786 et surtout, elle est encore familiale. Donc, on y reviendra. La famille Autingre est actionnaire et contrôle la maison aux côtés d'un certain nombre de principaux managers de la banque, puisqu'aujourd'hui, on a plusieurs métiers, hein. Le métier de corporate finance dont on va parler, qui regroupe 40 personnes, et également 80 personnes dans toute la partie banque, gestion privée et asset management. Et voilà, et c'est sur ces 120 personnes, il y en a à peu près 25 qui sont actionnaires aux côtés de la famille. Euh, Sur la partie corporate finance plus précisément, donc je vous l'ai dit, quarantaine de personnes, trois bureaux en France. Le gros de l'équipe est à Paris. Nous, on a une équipe à Lyon qu'on a pas mal renforcée puisqu'on a un nouvel associé qui nous a rejoint. Aujourd'hui, on a à peu près 6 personnes sur place. On recrute pour développer le bureau lyonnais et on a développé un petit bureau à Lille avec 2 personnes qu'on a lancé il y a 18 mois. En termes de métiers, on fait les métiers classiques, hein, du corporate finance, principalement fusion-acquisition, évidemment. Beaucoup de data advisory également, pas mal de levées de fonds. Je pense qu'on y reviendra puisqu'on a recruté un partenaire tech. Avec des spécificités peut-être par rapport à d'autres maisons. On a un focus très très fort sur les entreprises familiales. On va dire que 90% de nos clients sont des entreprises familiales
On travaille bien avec des gens qui sont vraiment décisionnaires, enfin, dire, qui jouent avec leur argent, c'est le patrimoine de la famille, ou ce sont des entrepreneurs ou des fondateurs d'entreprises. Et également, en fait, une très grande variété d'opérations, donc en termes de secteur, ce qui n'est pas forcément très original, mais aussi on essaie de travailler sur la durée avec nos clients, ce qui fait que on peut être amené à travailler sur des sujets très différents. Et ce qui est assez caractéristique, c'est notamment la taille des opérations qu'on peut conseiller, puisque sur une même année, vous pouvez aussi bien travailler sur des opérations à plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, et également travailler sur des opérations très petites, quelques millions d'euros ou une dizaine de millions d'euros, tout simplement parce que nos clients ont besoin de nos conseils et qu'on considère que c'est important d'avoir cette proximité et que avoir travaillé dans la durée avec un client, c'est pas lui dire quand on a une petite transaction, bah, tu vas travailler avec quelqu'un d'autre parce que c'est trop petit pour nous. Voilà, c'est pas du tout notre état d'esprit. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet aussi nous de réfléchir et de pouvoir donner beaucoup d'intérêt à notre travail parce que travailler sur une petite opération ou sur une très grosse, c'est des choses parfois très différentes. Et c'est ce qu'on essaie de pratiquer au quotidien parce que c'est ce qui rend le métier intéressant. Ah, merci pour ces premiers éléments. Et quelles seraient les trois différences à mettre en avant, par exemple en entretien, pour définir Otingre par rapport aux autres banques d'affaires de la place? Alors, je vais juste en donner une et puis je laisserai peut-être Pierre et Nina compléter. On essaye, nous, d'apporter un vrai conseil haut de gamme plutôt qu'une simple exécution de transactions. Alors forcément, exécuter des transactions dans notre métier, c'est le pain quotidien. Mais pour nous, c'est important d'aller au-delà et surtout d'avoir cette relation de proximité avec nos clients parce que, un, ça nous rend plus intelligents dans le conseil qu'on peut leur donner. Quand vous travaillez avec quelqu'un depuis 10 ou 15 ans, que vous avez vu un certain nombre d'opérations avec lui, je vous disais tout à l'heure, des grandes, des petites, puis surtout que rétrospectivement, vous avez pu voir les conséquences des opérations que vous avez conseillées quelques années auparavant. C'est très important. Cette fidélité client, pour nous, elle est essentielle, je vous le disais, pour l'intérêt du métier. Et également aussi parce que, d'une certaine manière, quand vous avez des clients fidèles qui sont contents de votre travail, bah, naturellement, ils viennent vous revoir. On en reparlera, on le voit très fortement au moment où la conjoncture peut un peu se retourner. Bah, nos clients historiques continuent à travailler avec nous. Et aujourd'hui, à peu près deux tiers des opérations qu'on fait chaque année sont faites avec des clients historiques. Tout ça parce qu'ils ont confiance en nous et qu'on leur apporte le même niveau de qualité, que ce soit, je vous disais, une opération à 10 millions ou une opération à 1 milliard. Pierre, Nina, je ne sais pas si vous voulez peut-être compléter sur les. Voilà, moi, je vous donne un peu le côté institutionnel, mais le plus important, je pense, c'est voilà, ceux qui sont les opérationnels et qui sont peut-être plus proches de vous en termes d'âge, qui peuvent vous donner aussi leur point de vue. Ah, oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous m'entendez. Oui, c'est bien. On vous entendait, Nina. Ouais, on t'entend, Yanina. Ok, d'accord. Euh, non, il y a aussi autre chose qui fait la différence de la banque, c'est la diversité en fait des deals auxquels on est exposé. Ça, c'est assez intéressant parce que on travaille à la fois sur des gros deals, c'est-à-dire des market cap assez importantes et beaucoup plus petites. Donc, selon nous, on n'est pas sectorisé en tant que junior dans la banque. Donc, en fait, on peut à la fois bosser sur des gros deals où il y a toute une strate, c'est-à-dire qu'on va avoir un analyste, un asso, un VP, enfin voilà. Et là, on va toucher à des choses un peu plus normées, on va dire, mais sur des deals avec des gros enjeux stratégiques. Et à la fois, on peut aussi bosser sur des plus petits deals. Donc, du coup, là, on a une petite équipe et on peut avoir un analyste ou un junior qui est en direct avec un partenaire ou un directeur et, et qui va donc être un peu plus couteau suisse à faire toutes les missions, c'est-à-dire aller chercher un peu, fouiller dans les comptes, tout ce qui est rechercher, faire le mémo, le contact avec le client. On a vraiment cette diversité des tâches qui fait que j'ai envie de dire qu'on se lasse moins facilement du métier. Et peut-être de mon côté, je compléterai en disant, oui, bah, du coup, comme disait Nina, vraiment, on a cette vraie accessibilité. Il y a vraiment surtout une bienveillance assez importante donc, de la part donc, de tout le monde, donc à toutes les échelles. Donc, on peut être vraiment sur des petites tâches seules avec par exemple, seul avec Bernard. Et donc, on va vraiment avoir des conseils qui vont nous aider à progresser. On peut se retrouver en tant que junior à aller en visite de site, à parler directement avec le client au téléphone.
Il y a vraiment on va dire, la prise de responsabilité, elle est associée à la motivation et à la prise en compétence donc des juniors. Et là-dessus, je pense, et en tout cas, on en a discuté, ça fait vraiment beaucoup pour nous la différence avec d'autres acteurs. Alors, quand on regarde l'actualité de la banque, on constate que la Banque Autingre a conseillé le groupe Bolloré sur presque tous ses derniers principaux deals. Pouvez-vous nous expliquer la nature de la relation entre les deux parties? Mm. Alors, il y a d'abord un lien, on va dire, assez historique depuis plus d'une trentaine d'années. Alors après, l'information est connue aussi, hein. Il se trouve que le groupe Bolloré est actionnaire de la banque avec un pourcentage inférieur à 20% du capital, mais je dirais que c'est plus, on va dire, l'histoire qui a fait que le groupe Bolloré est actionnaire de la banque plus qu'une raison d'opération. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que le groupe Bolloré ou sur d'autres opérations qu'on a pu faire avec Vivendi, enfin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous? Je pense que c'est d'abord la recherche d'un partenaire de confiance et complètement indépendant. C'est peut-être le plus important. Et ça se traduit par plusieurs choses dans la manière de travailler. La première, c'est que donner un conseil indépendant, c'est dire véritablement ce qu'on pense et pas forcément ce que le client a envie d'entendre. Ce qui, dans notre métier, généralement, peut nous conduire à faire quelques bêtises. Et donc, cette conviction qu'on met dans notre conseil, je pense qu'elle est très importante. Un autre point qui est essentiel, en tout cas dans le fonctionnement du groupe Bolloré, mais d'autres clients, c'est la confidentialité et la discrétion qu'on peut mettre dans nos opérations. Plusieurs petits exemples juste pour vous illustrer. Une banque d'affaires adore communiquer sur ses opérations. Alors, quand elles sont très grosses, effectivement, celles que vous pouvez mentionner, on peut difficilement les cacher, évidemment, mais on a un certain nombre d'opérations chaque année où les clients nous disent, moi, je ne veux pas communiquer dessus pour telle ou telle raison. Bon, c'est notre client qui décide, on le fait. Et dans la manière qu'on a de travailler, on est voilà, une structure à taille humaine, 40 personnes, c'est à la fois beaucoup de personnes, mais finalement pas tant que ça par rapport à des grosses institutions. Nous, si on veut garder une transaction complètement sur les radars pour des raisons de confidentialité extrême, c'est assez simple. Dans une grosse banque, vous prenez un mandat, vous êtes obligé de passer par des procédures de conformité, de compliance assez importantes, et vous avez vite 30, 40, 50 personnes qui peuvent être au courant avant même que vous ayez signé le mandat. Bah, chez nous, ça peut se limiter à l'associé qui gère le dossier, le patron de la banque et la responsable de la compliance, 3 personnes. Et même quand on travaille sur des opérations confidentielles, le reste de l'équipe n'est absolument pas au courant. Je vous donne juste un exemple. L'opération Vivendi Ubisoft, qui était assez compliquée il y a 4-5 ans, toute l'équipe l'a apprise au moment où le communiqué est paru. Alors que ça faisait 3 mois qu'il y avait 2 personnes qui bossaient dessus quasiment jour et nuit. Voilà. Ça, c'est des choses importantes et je pense que c'est un vrai facteur, voilà, un vrai facteur différenciant. Et nos clients familiaux sont un peu dans le même état d'esprit. Cette confidentialité est importante. L'important pour nous, c'est le résultat, c'est que notre client soit satisfait. Donc, on s'en accommode. Et au-delà des deals avec Vincent Bolloré, pouvez-vous donner quelques exemples de deals récents conseillés par la banque? Oui, bien sûr. Alors, peut-être voilà, un panégyrique des choses, ça va vous donner une idée un peu aussi des secteurs que l'on peut couvrir et aussi de la typologie des deals. On a closé vendredi dernier un deal sur notre bureau lyonnais sur un petit laboratoire pharmaceutique vendu à des Indiens. Alors, c'est toujours la galaxie Vivendi, mais on a cédé, c'est en cours de session, le journal Gala au Figaro. On a sur Finres, qui est une fintech, réalisé une levée de fonds au premier semestre. Et en même temps, pour le groupe Bollinger, donc le Champagne, on a pu acquérir un domaine viticole en début d'année. Ça vous donne un peu ces idées. On a pu conseiller un groupe de résidences seniors pour céder 14 immeubles à Dobus Vie, ou en même temps, pour un de nos gros clients coopérative agricole, lever un financement de 900 millions d'euros. Voilà, ça vous donne vraiment, et j'ai pas eu besoin d'aller chercher des transactions très loin dans le temps pour vous montrer à quel point c'était diversifié. C'est le cas aujourd'hui, on couvre tous les secteurs et tous les types de deals, et c'est ça qui est important. Cette année, vous l'avez rappelé au début du webinaire, la banque a renforcé son pôle dédié à la tech. Quels sont vos objectifs dans ce secteur? Ouais. Alors, nos objectifs étaient multiples. Alors, le premier, c'est que la fintech en tant que telle est un secteur qu'on ne couvrait pas du tout. Et la levée de fonds tech, parce que la levée de fonds, quand vous faites du M&A, vous en faites sur des sociétés qui sont déjà rentables, vous levez des fonds propres pour poursuivre le développement, ça c'est les choses qu'on faisait, mais sur la partie plus tech, on ne le faisait pas du tout. Donc pour nous, c'était la première chose, trouver voilà, moyen de compléter notre offre de service.
La deuxième, on s'était rendu compte aussi qu'il y avait quand même une accélération assez forte dans la vie des entreprises et qu'avoir cette composante tech au départ nous permettait de suivre des clients sur une durée encore plus longue. La tech, c'est quand même pas mal d'entrepreneurs, donc ça rentre complètement dans l'ADN de nos clients. Et également, ça nous permettait derrière nous d'apporter cette composante fusion-acquisition qui, dans des métiers pure tech, n'était pas forcément toujours complètement développée, et donc d'avoir toujours cette continuité assez importante. Le deuxième point, c'était de se dire, au-delà de la compétence fintech et technologie en général, c'était pour nos clients plus traditionnels, on va dire plus brick and mortar, de pouvoir aussi leur apporter cette composante technologique pour les aider à réfléchir. Et enfin, le troisième, parce que ça s'est fait en parallèle, c'est également partie d'un écosystème institutions financières qu'on a développé assez largement là depuis un an. C'était une offre, ce qu'on appelle FIG, dans le jargon du métier, en ayant en fait trois composantes qui rendent aujourd'hui cette offre assez unique, en tout cas dans les boutiques indépendantes, avec la tech, donc la fintech, le M&A plus classique, et également on a recruté un associé sur tout ce qui est capital structure advisory pour tout ce qui est assureur et banque. Et donc aujourd'hui, on a maintenant voilà quelque chose de complètement intégré pour tout ce qui est institution financière assez solide. Et donc, voilà, c'est toute une vision un peu plus large même que l'on avait quand on a commencé à recruter pour la tech. Alors, plus globalement, Tingres connaît une forte croissance ces dernières années. Et en discutant aussi avec Pierre, on parlait des objectifs de croissance et de recrutement dans les prochains mois. Quelle est votre stratégie, votre vision en France et peut-être à l'international dans les prochaines années? Ouais. Vous avez fait remarquer tout à l'heure, moi, je suis arrivé sur Tingres en 2009, donc ça fait 14 ans. Quand je suis arrivé dans l'équipe Corporate Finance, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est pas loin d'être une quarantaine. Donc ça vous donne une idée du développement. Alors, nous, l'objectif, je vais dire, on est pardon, une entreprise familiale. La famille est à cheviller au corps l'objectif d'avoir un développement qui soit pérenne et solide plutôt qu'un développement forcément tout azimut, à tout crin, où vous pouvez être 50 personnes une année, puis 30 l'année suivante, parce que vous dites l'activité n'est plus là, on vire tout le monde. Nous, c'est pas du tout l'objectif. Hein. Nous, le plus important, c'est cette vision long terme. On la partage avec nos clients, et donc il faut que le développement soit solide. Et ce qui est le plus important pour nous, c'était plutôt de se dire, on doit trouver les bonnes personnes qui s'inscrivent dans la culture de la maison, qui sont compétents, qui sont agiles, et qui sont entre guillemets capables d'accompagner le développement et de se remettre en question, assez régulièrement. Donc à chaque fois en fait, ça a été, on a rencontré des gens, on s'est dit tiens on va développer telle ou telle activité, et c'est comme ça qu'on s'est constitué. On a beaucoup investi cette année puisque on a 2 associés qui nous ont rejoints cette année, 3 l'année dernière, on a recruté 3 analystes cette année, un VP, un senior associate. Alors même qu'on y reviendra, je pense, à la fin, le marché du M&A n'est pas forcément ultra flamboyant, mais parce qu'on s'est dit, on a les reins solides, on est capable d'investir parce que trouver ces bonnes personnes, c'est plus important que juste réagir au cycle, pardon. Je vous donne un exemple, notre développement à Lyon a été assez opportuniste. On n'était pas présent. On avait, pour la petite histoire, c'était notre premier stagiaire, qui est aujourd'hui associé de notre bureau lyonnais, qui était d'origine de la région et qui avait envie d'y retourner. On s'est dit, Banco, il y a 4 ans, on va te confier les rênes du développement du bureau lyonnais. Et aujourd'hui, ça marche très bien. Et j'insiste encore, et c'est peut-être pour vous qui cherchez des stages ou des emplois, s'inscrire dans l'ADN d'une équipe, c'est assez important parce que c'est ça qui vous donne le vrai goût de bien travailler, en fait. Pour vous donner une idée, nous, le plus important, c'est la personnalité des gens, leurs compétences évidemment, mais trouver des gens compétents, c'est assez facile. Trouver des gens qui soient complètement en adéquation avec l'esprit d'équipe, c'est plus compliqué parce que chaque équipe a son ADN. Et pour vous donner une idée, aujourd'hui, moi, depuis que je suis là, le turnover qu'on a eu était très faible. Une douzaine de personnes sont parties. Donc, en 14 ans, sur une équipe qui était à 10 personnes au départ et 40 aujourd'hui, c'est assez rare. Donc, ça vous donne une idée à quel point nous, de ce qu'on recherche et à quel point on veut solidifier notre développement. Alors justement, passons à la deuxième partie du webinaire consacrée au process de recrutement et aux missions en poste des juniors. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Peut-être que Nina et Pierre pourront compléter. Quel profil recherche la banque? Est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment, en stage ou en analyste? Et si oui, comment y postuler?
Alors oui, du coup, comme disait Bernard, c'est vrai, on recherche des profils assez diversifiés. Bien sûr, pour idéalement des profils qui ont une première expérience, que ce soit en audit, conseil, en M&A, ECM, DCM. On a aussi, bien sûr, toujours au moins 1 à 2 stagiaires qui sont en première partie de césure. Donc, voilà, c'est vraiment sur la personne, durant les entretiens voilà, qu'on va accorder notre confiance. Sur les postes, on a effectivement des postes ouverts, notamment pour le mois de janvier. On a publié une offre assez récemment sur Seinou, la plateforme Seinou. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Sainoo. Donc, on recherche entre 4 et 5 stagiaires. L'offre est disponible et donc vous pouvez postuler. Et c'est en l'occurrence le seul moyen de candidater. On ne prend pas de candidature en direct parce qu'on tient à ce qu'il y ait une certaine indépendance entre tous les candidats et que tout le monde ait sa chance. Parfait, merci Pierre. Et comment se déroule le process de recrutement pour des stages une fois qu'on a postulé, qu'on a envoyé sa candidature? Alors, le process, il se déroule donc en 2 tours. On a un premier tour où on a un QCM, un questionnaire d'1 heure, donc technique, avec un petit peu de logique de réflexion. Ensuite, on a une seconde heure où on discute avec un analyste, un associate, ou 2 analystes ou 2 associates. Et donc, cette discussion, on utilise donc voilà ce questionnaire en support, mais c'est une discussion assez générale, technique, logique, du fit, connaissance du positionnement, donc voilà, de l'expérience passée. On discute un peu de tout. Et si ça se passe bien, bah, le candidat est rappelé pour un second tour avec 2 VP, 2 directeurs ou un VP, un directeur. Et voilà, encore un entretien logique, technique, le fit, très important, comme on le disait, donc sur la personnalité du candidat. Et si ce second entretien se passe bien, du coup, il y a une offre de stage qui est faite au candidat. Alors, une fois qu'on a l'offre et qu'on commence stagiaire, quelle est la journée type ou les principales missions du stagiaire d'abord et de l'analyste ensuite chez Oting? Euh, peut-être je peux répondre là-dessus sur la journée type. On peut pas dire qu'il y ait vraiment une journée type, bon, parce que ça dépend complètement à la fois des missions sur lesquelles on est et surtout du stagiaire. En fait, la, quelque chose qui est très important chez nous, c'est qu'il y a une forte exposition des juniors. Donc, c'est-à-dire que une journée type, bien sûr, il y a enfin, je veux dire, s'il y a des mandats de recherche de cibles, il peut y avoir du screening, des profils, de la production de profils donc avec des outils comme PowerPoint, Excel et ensuite tous les outils de recherche qu'on a à disposition. Et, euh, et ensuite, ça peut aussi être, on est en exec, donc c'est-à-dire sur un mandat, souvent d'ailleurs les deux en parallèle. Et donc, en parallèle, on travaille sur la rédaction d'un infomémo. Donc, euh, on peut aussi faire la gestion d'un process. C'est un petit process pour les envois des teasers, par exemple. Euh, voilà, donc il peut aussi y avoir la rédaction de pitch, donc pour aller démarcher des clients. Donc ça, c'est pareil. Ce que je disais, c'est que un junior peut très bien être amené en pitch euh, ou à une réunion. C'est vraiment, il y a cette exposition-là. Donc et être sur tout type de secteur, puisque encore une fois, on n'est pas sectorisé. Mais on a quand même la flexibilité si voilà, il y a des gens qui nous disent, moi j'adore, j'en sais rien, l'agroalimentaire, je suis passionnée par ça, j'avais déjà une expérience là-dedans. Ben, on essaie aussi de faire en sorte que les gens, si ils ont un secteur de prédilection, puissent bosser là-dessus parce que c'est toujours enrichissant pour les deux. Alors, Bernard, Nina et Pierre, une question que je peux vous poser à tous les trois. Est-ce que vous pouvez citer un deal marquant ou une mission marquante depuis vos débuts chez Oting? Je vais commencer, ça laissera le temps à Pierre et Nina de réfléchir. Euh, une mission marquante peut-être parce que c'était un des premiers dossiers que en fait j'avais réussi à rentrer en tant que directeur jeune associé. C'est toujours marquant parce que c'est comme ça ce qu'on demande à un associé au bout d'un moment, c'est de faire rentrer des opérations. Tout simplement en fait, et ça vous donne aussi l'idée de la vision long terme que peut avoir l'équipe. C'était un client sur lequel j'avais investi beaucoup de temps, quasiment 18 mois à 24 mois, une entreprise familiale, pour arriver à les convaincre que cette opération était assez intéressante. Il y avait plusieurs branches familiales qu'il fallait mettre d'accord et je pense qu'honnêtement, j'avais dû y passer pendant 2 ans quasiment 20% de mon temps, mais sans rien générer encore comme opération. Ce que m'avait dit le patron de l'équipe, il me dit non, mais c'est pas grave, c'est une entreprise familiale, c'est exactement dans ce qu'on fait, on sait que les choses prennent du temps.
Et quand au bout de 2 ans, finalement, on a réussi à sortir l'opération, j'étais assez content parce que c'est rare, en tout cas dans un monde où les choses ont quand même tendance à s'accélérer, de pouvoir avoir la chance d'avoir un peu de temps pour faire le boulot correctement. Et je pense que c'est un vrai marqueur de notre manière de travailler. Alors après, il faut quand même que les choses aboutissent, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Ouais. C'est Bernard, Nina, peut-être, ou Pierre. Alors, moi, je peux citer aussi une expérience au tout début quand je suis arrivée. On avait un client sur lequel, bon, quand j'étais analyste, il fallait faire des recherches de cibles pour un client. Donc, c'est Givaudan, qui est un des gros acteurs mondiaux de la production d'ingrédients, les cosmétiques notamment. Et j'avais l'impression que c'était qu'on n'y arriverait jamais. Screening Monde, il y a énormément de sociétés dans le secteur et on n'avait pas forcément été sollicité par le client pour acheter. C'était des idées qu'on leur donnait. Et voilà, on a bossé pendant longtemps à leur présenter des boîtes, à screener des sociétés. En fait, déjà, ça nous a donné une sorte d'expertise dans le secteur parce on a capitalisé sur ces 1 an et demi, 2 ans de recherche. Et ça a abouti sur un deal. On a fait un carve-out d'une petite boîte dans le secteur des cosmétiques en Italie. Donc, on a vraiment suivi le process de A à Z. C'est-à-dire que on a eu l'idée de la boîte qui pouvait racheter, on a trouvé la boîte et on a réussi. C'était pas une boîte qui était pas forcément, les gens n'étaient pas forcément vendeurs. Et on a mené les négociations pour acheter la boîte pour notre client. Donc, c'était euh, une belle, une belle expérience pour montrer qu'il n'y a pas des choses qui servent à rien, faire du screening, faire des choses comme ça. Finalement, ça a abouti et maintenant, en plus, c'est un client qu'on a gardé, donc pour lequel on cherche d'autres acquisitions. Pour Merci, ma Nina. part, je prendrais peut-être un exemple. Quand je suis arrivé en stage au sein de la banque, donc il y a un petit peu plus d'1 an, j'ai très vite été responsabilisé et mis sur des sujets vraiment intéressants. J'ai notamment eu les 2 premiers mois en été, en juillet-août. Je travaillais sur la production d'un infomémo dans la production audiovisuelle. Et donc, je travaillais avec un associate avec qui je faisais des points tous les 2, 3 semaines. Ça me laissait vraiment beaucoup d'autonomie, des responsabilités, d'essayer de tenter des choses, de proposer. Et là-dessus, je pense que c'est en termes de courbe de progression, d'avoir voilà, qu'on nous laisse autant de possibilités, ça vraiment, ça aide et ça permet vraiment de progresser. Et donc sur des sujets différents, donc là en l'occurrence production du visuel, sur des séries télévisées, donc connues de tout le monde. Voilà, c'est vraiment des choses assez intéressantes. Merci Pierre, merci à tous les trois. Dernière question sur les process et les missions. Quels seraient vos conseils pour décrocher une offre de stage chez Autin? Alors, moi, je dirais, je pense que c'est assez fondamental. Donc, déjà, donc, sur la base, bien sûr, d'avoir un CV qui soit assez clean, lisible, où on comprend vraiment les grands piliers, que ce soit l'académique, le professionnel, l'extra-professionnel. Mais surtout, c'est vraiment d'arriver à l'entretien, d'être soi-même, voilà, d'être soi-même, de discuter, de faire comprendre un petit peu, d'être logique sur son parcours, logique sur ses expériences. Euh, Nous, comme on disait, on accorde une grande importance au fit et à l'extra-professionnel. Alors, bien sûr, il faut qu'il y ait une base technique qui soit solide parce que on est en M&A, c'est exigeant, il y a besoin d'avoir des connaissances. Et bien sûr, là-dessus, on va en discuter, on va le voir. Et après, on cherche pas à avoir des personnes qui connaissent tout par cœur. On veut des personnes qui sachent réfléchir, pardon, sur la base de leurs connaissances. Et donc, c'est sur ce genre de choses. Je sais pas, peut-être que Nina et Bernard vont pouvoir compléter un petit peu là-dessus. Moi, je dirais juste, oui, et comme disait Bernard au début, la personnalité, c'est important et surtout, on cherche pas des gens qui apprennent par cœur les cours de finance, mais plutôt des gens qui savent réfléchir et rebondir sur des sujets. C'est-à-dire, on préfère des gens qui ne savent pas répondre, mais qui ont une bonne pensée et un bon chemin de réflexion. Euh, Parce que c'est à la fin, on fait pas des choses trop normées, on va dire. On a besoin de gens qui savent réagir sur des sujets complètement différents et pas forcément appliquer
appliquer les cours de façon académique. Ouais, pour compléter, on fait un métier qui est loin d'être normé. Les problématiques qu'on gère sont au quotidien toujours très différentes et cette capacité d'adaptation, elle est très importante. Et pour être capable de s'adapter, il faut juste en fait bien comprendre ce qu'on fait. Bien comprendre ce qu'on fait, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire reconnaître que quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais que on reste pas juste bloqué, on essaye de réfléchir. La deuxième chose, je refais le lien avec nos clients. On a beaucoup d'entreprises familiales qui sont des gens qui sont ultra performants, sont de grands industriels, parfois de grands de personnes du marketing, ont des visions stratégiques ou internationales très développées, mais qui parfois sont en finance, ont moins eu le temps ou en fait se reposent beaucoup sur nos conseils. Et nous, ce qui nous engage énormément en tant que conseil financier, c'est de pouvoir expliquer à nos clients quelles sont les opérations que l'on va structurer pour eux et surtout leur donner les clés pour qu'ils puissent prendre des décisions qui peuvent être complexes, qui engagent quand même, surtout parfois, le futur d'une entreprise ou le patrimoine d'une famille, qui comprennent bien les enjeux. Et si vous n'avez pas bien compris les mécanismes financiers, si vous n'êtes pas capable d'expliquer de manière assez claire ce qu'on est en train de faire à un client pour qu'il puisse prendre sa décision, en fait, vous ratez une partie importante de ce métier et vous donnez un très mauvais conseil. Et ça, c'est juste inenvisageable parce que, je vous le disais, quand vous avez le patrimoine d'une famille qui est en jeu, il faut que les gens soient bien au courant des risques qui sont associés aux décisions parce que l'idée, c'est pas de dire prenez pas de risques. Un entrepreneur, une famille, ils prennent des risques tous les jours en tant qu'entrepreneur. C'est juste de bien arriver à caler le niveau de risque en fonction de la prise de décision. Et c'est pour ça qu'avoir cette gymnastique intellectuelle, cette mécanique, c'est pour nous le plus important et c'est vraiment ça qu'on recherche. Dernier point, alors ça va peut-être vous faire sourire parce que je pense pas que ça soit quelque chose qu'on vous dit souvent. Le corporate finance au sens large, ça reste quand même un métier d'humilité. Un deal, ça se passe jamais comme prévu. On a toujours des problèmes qui arrivent, on a toujours des choses qui n'étaient pas prévues. Il faut s'adapter, trouver des solutions. On est dans un métier en fait très humain. La finance est importante, mais à la fin, vous avez deux personnes qui négocient entre elles. Par exemple, je caricature un acheteur et un vendeur avec leur personnalité, leurs histoires, leur culture, leur caractère. Et donc, il faut savoir être à l'écoute. Il faut écouter beaucoup, et c'est comme ça qu'on donne les meilleurs conseils. Et c'est justement faire preuve d'humilité en se disant, est-ce que j'ai bien compris ce que la personne en face est en train de me dire? Parce que si vous n'avez pas compris, vous n'arriverez pas à faire un deal. Et donc, je pense que c'est très important et tout ça participe nous, de cette mécanique intellectuelle, cette capacité à s'adapter, à réfléchir, que nous, on trouve être en tout cas la qualité la plus importante. Euh, on la cherche chez tout le monde chez nous, que ce soit le stagiaire ou un associé qu'on recrute. Pourquoi? Parce qu'on se dit aussi, chaque fois qu'on recrute un analyste, on se dit, mais est-ce que cette personne aura potentiellement l'étoffe d'être un associé dans 15 ans? Alors, les gens ne sont pas chez nous, on va dire, menottés au radiateur, évidemment. Mais on est toujours en train de se dire, voilà, est-ce que ces gens sont toujours capables de réfléchir, toujours capables de progresser, de s'adapter, de franchir les différentes étapes d'une carrière dans le métier? Donc voilà, je pense que c'est vraiment la qualité la plus importante et il faut que ça ressorte en entretien, en tout cas chez nous. Alors, on va passer à la dernière partie du webinaire, les tendances des M&A et l'actualité du secteur. Ce secteur fait actuellement face à plusieurs difficultés, hein. Vous l'avez mentionné déjà au cours de la session. Il y a un environnement macroéconomique qui est évidemment incertain, des tensions géopolitiques, en particulier avec la guerre en Ukraine, des conditions de financement aussi beaucoup plus difficiles qu'il y a quelques années. Quelle est votre analyse de la situation et dans quelle mesure l'activité de la Banque Tingres a-t-elle été impactée par cet environnement plus difficile? Ouais, alors, tout ce que vous dites est vrai. Euh, Ensuite, on se rend compte que suivant les différents secteurs d'activité, les choses peuvent se passer un peu différemment. Si je prends juste nous, notre prisme à nous, et après j'élargirai un petit peu, on a toujours, nous, énormément d'opérations en cours. On a, depuis la fin de l'été, signé encore pas mal de nouveaux mandats sur les nouvelles opérations qui démarrent. Donc on est aujourd'hui clairement pas du tout désœuvré. Voilà, tous les gens qu'on a recrutés cette année sont bien occupés, donc voilà, pour nous c'est important. Peut-être nous les spécificités que je vous ai évoquées fait que on a toujours, en tout cas, ce bon niveau d'activité. On a une assise sectorielle ultra large. Donc ça veut dire quand même qu'on arrive
à être voilà, sur des secteurs d'activité qui fonctionnent bien. Et on l'a expérimenté quand même depuis longtemps. Les entreprises familiales sont quand même globalement plus résilientes que les fonds de private equity, sont moins sensibles aux conditions de financement, ont une capacité à prendre des paris peut-être de manière un peu plus importante sur le long terme. Pour vous donner deux exemples, aujourd'hui, on a 2 à 3 missions de conseil en financement qui sont en train de démarrer, où ce sont des clients qui vont bien, qui nous disent j'ai besoin, moi, d'avoir pas mal de lignes de financement disponibles pour, en gros, commencer à refaire de la croissance externe parce que je vais avoir des bonnes opportunités. Donc, c'est des gens, voilà, pour nous, c'est important. Je vous donne juste un exemple qui est assez emblématique, mais qui, je pense, est assez représentatif du fonctionnement des entreprises familiales. Pendant le Covid, on a travaillé avec une entreprise que vous connaissez peut-être, qui est un laboratoire pharmaceutique familial qui s'appelle le groupe Lénine, qui est dans la région de Metz, qui fait beaucoup de santé par les plantes. Très belle entreprise, assez rentable, avec une belle croissance, qui est un client qu'on suivait depuis assez longtemps. Avec lui, on a quand même fait une opération qu'on a démarrée fin mars 2020. Donc le Covid venait de démarrer parce qu'on a eu une opportunité sur un laboratoire de compléments alimentaires qui s'appelle le groupe L'Écuyer. Une fenêtre s'était ouverte, alors même que quand même plus personne ne savait ce qui allait se passer, le monde était quand même assez à l'arrêt. Bah, notre client nous a dit, mais non, mais moi, cette opération, elle est stratégique, c'est le bon moment. La concurrence sera beaucoup moins forte parce que tout le monde est en train de se mettre la tête dans le sable. Et résultat, on a pu faire cette opération qu'on a commencé le 30 mars et qu'on a fini le fin juillet. Voilà, je pense que c'est un bon exemple. Il est sans doute un peu extrême, mais voilà, ça vous montre pourquoi est-ce que je pense qu'on a toujours pas mal d'activités. Alors ensuite, tout n'est pas non plus complètement rose, hein, qu'on soit clair. Les processus sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complexes depuis le début de la guerre en Ukraine, pour les raisons de financement dont on parlait, des raisons d'incertitude quand même sur l'environnement macroéconomique. Et également, on voit aussi un autre renforcement, notamment des autorisations, on va dire, réglementaires de plus en plus importantes et de plus en plus fréquentes. On a l'autorité de la concurrence qui renforce sensiblement ses contrôles. Vous avez au niveau européen un renforcement aussi des contrôles sur les subventions qui ont pu être données à des acheteurs étrangers pour considérer est-ce que cet acheteur étranger a été favorisé par son État pour réaliser des acquisitions à bon compte. Donc, tous ces aspects réglementaires sont devenus de plus importants et de plus en plus longs. Aujourd'hui, la durée moyenne de réalisation d'une transaction, quand vous avez besoin entre guillemets, d'avoir ces autorisations réglementaires, est devenue beaucoup plus importante. Ça peut être 2, 3, 6 mois, 9 mois de plus. Et je vous en parle même pas quand vous avez, nous, dans la partie institution financière et qu'en plus, vous devez passer sous le contrôle de la Banque Centrale Européenne pour un certain nombre d'opérations. Ça peut encore rajouter un certain nombre de temps. Donc ça rend les opérations beaucoup plus complexes parce que finalement, l'incertitude sur la réalisation, elle est plus importante. Et surtout, en fait, vous ne pouvez pas la maîtriser complètement. Donc voilà. Mais, je veux dire, comme disait notre Jean-Philippe Ottingre, hein, la banque a connu voilà, 2 guerres mondiales, 3 révolutions, elle est toujours là. À partir du moment où on essaie de faire les choses calmement, en bonne intelligence et avec des vraies convictions, voilà, on ne fera pas forcément plus 15% tous les ans. Est-ce que finalement, sur le long terme, le plus important, c'est pas d'être solide et pérenne et d'avoir voilà, des collaborateurs qui sont contents et qui continuent à aimer le métier. Voilà, nous, c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Alors, avant de passer aux questions de l'audience, et j'en vois déjà dans le Q&A, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Pierre sur les offres de stage de la banque pour janvier, en vous présentant en fait les packs en ligne de TrainingView pour ceux que ça intéresse et ceux qui sont en recherche active de stage. On a 3 packs, nous, en ligne. Ces 3 packs sont assez accessibles car ils sont sous la forme d'abonnement sans engagement. Donc, vous pouvez en fait prendre 1 mois, 2 mois, résilier quand vous voulez. Et vous avez différents contenus dans ces packs qui vous permettent de préparer tous les aspects d'un process de recrutement. Ça commence aux candidatures avec le CV, la documentation, le networking. Hein, Pierre en avait parlé, comment en fait construire ces documents de manière adaptée au secteur. Des cours évidemment ensuite sur pour préparer les entretiens, la partie fit et la partie technique, toutes les thématiques techniques, toutes les questions qu'on peut vous poser. Évidemment, dans nos cours, on réfléchit aussi, on ne fait pas que du par cœur. On est là pour essayer de comprendre les mécanismes financiers et vous apprendre en fait à raisonner ensuite avec des exercices. On a plus de 300 questions d'entretien qui sont corrigées, plus de 3 tests techniques, 8 tests psychométriques pour les banques qui proposent des tests en ligne psychométriques avant les entretiens.
On a aussi des fiches banques et des fiches fonds qui vous expliquent en fait l'activité de la banque, le process de recrutement, qui vous donnent des arguments pour répondre à la question pourquoi cette banque par rapport aux autres. Et qui vous donne aussi quelques exemples de questions qui sont tombées récemment en entretien grâce au compte-rendu de nos alumni. Enfin, on a aussi le replay de tous nos webinaires et des podcasts qui sont accessibles. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur le site et on sera ravis de vous accompagner si vous souhaitez vous préparer avec nous pour optimiser vos chances de décrocher le stage de vos rêves. Voilà. Passons peut-être à la session Q&A. Il nous reste quelques minutes. Alors, vous pouvez soit lever la main directement si vous souhaitez prendre la parole et je vous donne la parole et vous pouvez interpeller nos invités. Sinon, vous pouvez utiliser effectivement la plateforme Q&A ou le chat. Voilà. Donc, s'il y a des mains levées. Vous voulez qu'on commence par les 4 questions qui ont été posées? Voilà, on va prendre le Kenya. Bah, si vous voulez bien, je les relaye, Bernard. La première, à quel point une expérience en fintech est-elle valorisante? Et je pense que c'est lié aussi au fait que Otingre a lancé une activité en tech. Alors, avoir une expérience en fintech, elle est toujours valorisante. Oui, ça, je ne vais surtout pas vous dire le contraire. Clairement, oui. Après, c'est pas discriminant. Voilà, ça sera un élément de plus qui peut permettre. Point important quand même, pour rebondir sur ce que disait Pierre sur les CV bien construits, petit conseil qui vaut pour nous, mais qui vaut, je pense, pour tout le monde. Quand vous mettez quelque chose dans votre CV, alors c'est l'expérience FinTech qui m'y fait penser, soyez bien sûr que vous êtes capable de bien en parler. Voilà. Vous seriez surpris du nombre de candidats qui mettent des choses dans leur CV où on leur pose des questions et en fait, il n'y a rien derrière. Parce qu'ils disent, bah, ça fait bien de mettre ça, ou le sujet de votre rapport de fin d'études, par exemple, on commence à vous interroger et puis le candidat est incapable d'en parler. Voilà. Donc, dès que vous mettez une expérience, réfléchissez un peu à ce que vous voulez dire derrière et vous êtes capable d'en discuter. Et dites-vous toujours, quand on présente un sujet comme ça, la personne en face, elle en sait peut-être plus que moi. Voilà. Donc, il faut en tenir compte. Alors, on a une deuxième question. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants ou aux jeunes diplômés qui n'ont peut-être pas une expérience liée au domaine connexe ou M&A, mais qui souhaiteraient intégrer le domaine? Pierre, tu veux Oui, moi, je pense de mon côté, je dirais vraiment, faut pas hésiter à postuler partout. Faut être là-dessus, faut essayer, faut prendre contact avec des gens, faut tenter un petit peu tous les canaux de contact possibles. Pour ma part, c'est vrai que quand j'ai cherché ma première partie de césure, c'était vraiment pas facile. C'était j'ai cherché au moment du premier confinement. Du coup, plus personne recrutait, il y avait aucune visibilité, il y avait aucune offre. Donc voilà, et surtout, je pense, faut pas se décourager parce que pour moi, ce qui me paraît le plus difficile, c'est le premier stage. Pour le premier stage, c'est vraiment, enfin, c'est très décourageant, mais en fait, faut poursuivre, il faut essayer, et au bout d'un moment, ça finit par payer en faisant des efforts. Et Pierre, j'imagine que le networking, contacter des personnes, ça peut vraiment aider quand on a du mal en fait à avoir des retours après les envois de CV. Ah oui, oui, moi, c'est absolument indispensable, je pense. Voilà, sur les anciens de son école, il faut vraiment, voilà, essayer d'aller chercher, d'aller grappiller le moindre petit contact, voilà, la moindre discussion, et je pense que tout peut être utile là-dessus. Et ce qui est bien aussi, pour compléter ce que disait Pierre, c'est de parler avec des gens, si c'est possible, encore une fois, grâce au networking, qui travaillent ou qui ont déjà des expériences comme Pierre ou voilà, même si on n'a pas d'expérience en M&A, pour essayer justement de bien appréhender le métier, parce que parfois, c'est pas toujours simple de comprendre, comme on est en train de le faire là, mais c'est quoi les tâches du quotidien, qu'est-ce qu'on fait exactement, enfin, concrètement, c'est quoi les outils qui sont utilisés, etc. Parce que au moins, ça permettra à la personne de savoir là où elle a des lacunes et là où il faut qu'elle progresse et peut-être de mieux le défendre lors d'un entretien de stage, en fait. Ah, merci Nina. Alors, on a plusieurs questions qui ont été regroupées dans un message. Je vais essayer de les regrouper. Quelle est la répartition de votre typologie de deal entre M&A, Debt Advisory et levée de fonds? Et quelle est la part de deal sell-side concernant les deals en M&A? Ouais. Grosso modo, on va dire que la moitié, c'est du M&A. Et dans la partie M&A, moitié-moitié, c'est le side by side, grosso modo. Un quart, on va dire, debt advisory au sens large et un quart levée de fonds. C'est de manière très, très grossière. Et pour répondre sur les questions suivantes, on pitch plutôt peu que les autres banques d'affaires parce que c'est principalement lié aussi à la typologie de nos clients. Quand vous travaillez avec des clients récurrents, vous n'avez plus besoin de pitcher.
ce qui n'est pas inintéressant. On préfère dépenser de l'énergie sur des deals peut-être plus petits pour des clients et pour fidéliser des clients, plutôt qu'être sur des pitchs ultra compétitifs où il y a 10 banques d'affaires qui passent avec une probabilité de réussite faible. Et Bernard avait aussi une dernière question. Sur combien de deals un junior peut-il être amené à travailler en même temps? C'est aussi Ouais, c'est variable. Mm. J'allais dire de manière très intense en même temps. Honnêtement, c'est pas plus de 2 ou 3. Enfin, en gros, dans ce métier, plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous gérez les dossiers en même temps. Mm. Très clair. Alors, on a une question sur, j'imagine, le staffing. Comment faites-vous quand vous assignez un projet aux opérationnels? Sur quels critères vous vous basez? Peut-être deux différences. On fera la différence entre stagiaires et les analystes associates. Le stagiaire, ça va être principalement quand même sur la base de la disponibilité des gens et également s'ils ont une appétence pour un secteur ou une expérience préalable sur laquelle on peut capitaliser. En revanche, pour nos juniors, on va dire vraiment, et même quasiment à tous les niveaux, on essaie de pouvoir varier les staffings, de sorte que en fait, les gens, au bout de 3, 4, 5, 6, 7 ans d'expérience dans la maison, aient pu voir en fait un maximum de deals différents. Parce que c'est ce qui fait quand même la richesse intellectuelle et la richesse du conseil d'AR, c'est d'avoir vu des situations différentes et on veut pas que les gens aient des trous dans la raquette. Alors ça, c'est la théorie. Après, en pratique, il y a aussi, quand vous êtes très chargé sur deux opérations, on vous mettra peut-être pas sur une troisième qui pourrait à ce moment-là compléter entre guillemets votre panel d'expérience. Mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci. Alors, Pierre, tu as parlé des offres pour janvier 2024. On nous demande s'il y a aussi des offres pour mars 2024. Du coup, j'en profite pour élargir la question. Est-ce que vous recrutez seulement à deux dates, janvier, juillet, ou est-ce qu'il y a aussi effectivement des opportunités d'entrer à d'autres dates? Et l'étudiante demande si une expérience en audit financier en focus secteur assurance est valorisée. Alors, quant au recrutement, on est à la base sur un janvier-mars, juillet-septembre, mais en fait, on est certainement en train de passer, c'est encore en discussion, sur uniquement du janvier-juillet. Bien sûr, c'est pas définitif, mais l'offre qui est actuellement en ligne est uniquement pour janvier, donc les personnes malheureusement qui postuleront pour mars ne seront pas considérées cette fois-ci. Et oui, donc bien sûr, toute expérience est valorisante. En audit financier et assurance, en plus, comme on disait, on a cette verticale figue en développement, donc forcément, c'est quelque chose de valorisant. Donc oui, oui, bien sûr. Je- Et alors pour les analystes, est-ce que les analystes sont nécessairement des conversions de stagiaires ou est-ce que vous recrutez aussi des analystes en externe? On fait les deux. Voilà, Mm. pour vous donner une idée, oui, là, effectivement, Pierre et Nina sont des anciens stagiaires, comme c'est le cas d'un de nos directeurs, de notre associé à Lyon et d'autres encore. Donc, on le fait forcément beaucoup. En même temps, cette année, sur les 3 analystes qu'on a recrutés, il y en a 2 qui viennent de l'extérieur. Voilà, Mm. donc on n'est pas fermé. Alors on a déjà répondu, on nous demande s'il existe une adresse mail générique pour envoyer le CV directement à l'équipe RH forme de candidature spontanée. Je pense que ça passe par C'est nous, c'est ça Pierre uniquement, il n'y a pas d'adresse RH. Non. Et il y a une adresse générique que vous pouvez trouver sur notre site internet, mais l'utilisez pas parce que votre CV ne sera pas transféré ou le sera avec beaucoup de retard. Donc, c'est pas, voilà. Voilà, donc postulez directement sur Say Nous et peut-être n'hésitez pas à contacter des opérationnels de l'équipe pour en savoir plus sur la Voilà. banque en parallèle. Ça peut toujours servir. Euh, pour ceux qui ont postulé pour le stage en janvier 2024, quand est-ce que vous allez envoyer vos réponses? Alors là-dessus, les candidatures sont, voilà, on est en train de regarder, on va continuer à regarder parce que voilà, on reçoit beaucoup de candidatures et il y a des réponses qui seront envoyées sous 2 à 3 semaines et des entretiens qui seront proposés. Donc voilà. Super. Est-il possible de décrocher un stage en M&A si on vient d'une école d'ingénieur? J'imagine que oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a oublié de préciser, c'est assez important. Oui, là-dessus, bien sûr, tout le monde, tous les profils sont appréciés et en plus, les profils école d'ingénieur sont très intéressants et il ne faut pas se dire que parce que on n'est pas spécialisé en finance, qu'on n'a pas un background en finance énorme, que le profil n'est pas intéressant. Au contraire, c'est des profils qui sont vraiment très intéressants et on encourage vivement ce genre de candidature. Les étudiants de troisième année sont-ils éligibles pour des stages dans votre banque? Donc, j'imagine c'est fin de L3 ou stage voilà, juste pré-master. Et deuxième question, la comptabilité comme précédente expérience en stage est-elle valorisable? Peut-être des expériences en direction financière, en comptabilité, peut-être en contrôle de gestion. Voilà,
Ouais, j'allais dire, on prend un peu la même réponse de Normand. En fait, si vous répondez bien aux tests techniques et vous avez bien compris la finance, parce que c'est cette expérience préalable qui vous y a aidé, il y a pas de problème. Voilà, il faut bien montrer que vous êtes capable de répondre aux attentes, quoi. C'est tout. Le seul sujet là-dessus, c'est que quelqu'un en troisième année va pas forcément avoir le temps de disponibilité pour faire un stage de 6 mois. Et nous, malheureusement, on recrute pas des stagiaires pour 2 mois ou Mm. pour voilà, c'est peut-être le seul sujet que ça peut Mm. engendrer, quoi. Mm. Alors, il y a une question additionnelle sur les recrutements analystes. Est-ce qu'il y a des sessions analystes qui sont prévues pour le Pas en moment? ce moment. Pas en ce moment. Ok. Alors, Alors, si, pardon, juste, on recherche plutôt des postes, mais sur la région, sur Lyon. Alors, je ne sais pas si c'est important. Pour le coup, là, je vais donner une réponse un peu rapide pour Paris, où, comme je le disais, on a 3 personnes qui sont arrivées là cet été. En revanche, on cherche des associates et aussi potentiellement des analystes pour notre bureau lyonnais. Donc, voilà. parfait. Alors, on a une question sur la durée moyenne des process de recrutement. Sur les conseils, on a déjà répondu, du coup, donc on va peut-être pas y répondre. Le replay sera disponible pour ceux qui le souhaitent après de ce webinaire. Mais sur la durée moyenne d'un process de recrutement pour des stages, Pierre, ou les autres. Je dirais 2, 3 semaines, je dirais, ça dépend du timing, mais oui, globalement, après, si on a un stagiaire, ça se passe très bien, enfin, c'est-à-dire, pardon, un candidat et que ça se passe très bien, on va essayer d'aller vite, voilà, on va pas le faire attendre, mais globalement, on est assez réactif là-dessus. Une fois qu'un premier entretien est fixé, le processus se déroule assez vite. Parfait. Une question sur les stages. Qu'attendez-vous d'un stagiaire pendant ces 6 mois chez Autingre, lui permettant de transformer en CDI, entre parenthèses, réflexion, exigence, technique, etc. J'allais dire, la réponse est déjà dans la question, hein, mais il y a l'aspect, effectivement, une bonne intégration dans l'équipe, ça on le voit assez vite. L'exigence, oui, mais ça, voilà, ça se voit assez vite aussi. La technique financière, pour nous, voilà, je veux dire, c'est vraiment cette agilité hein, qui est le plus important pour nous. Et, euh, et puis surtout, que la personne, on ait vraiment l'impression qu'elle a envie de rester. Et ça, c'est de l'impalpable, mais c'est de l'autonomie, c'est de la proactivité, c'est de l'interaction avec les personnes au-dessus, c'est la capacité à dire aussi, quand on est bloqué sur un sujet, je sais pas, mais pas juste dire je suis bloqué, aide-moi, mais plutôt d'avoir quelqu'un qui a commencé à réfléchir en disant ouais, je suis bloqué, mais j'ai pensé à ça, ça et ça. D'ailleurs, c'est pas très grave que ça soit faux, parce qu'au moins ça veut dire que voilà, la personne a commencé à réfléchir au problème et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir un échange avec les personnes plus seniors et c'est comme ça qu'on apprend le plus. Voilà, c'est tout cet univers de choses qu'on voit au quotidien finalement assez facilement. Peut-être ça vous convient, je vois l'heure qui passe, on peut prendre encore deux questions, et puis ensuite on vous libère. J'imagine que vous êtes bien occupé. Alors, la première de ces deux questions, aurait-il des recrutements de stagiaires sur le bureau de Lyon pour Oui, juillet 2024? oui, tout à fait. Parfait. Et la dernière question, au niveau du screening, est-ce que vous avez une liste d'écoles cibles ou est-ce qu'on peut accéder en fait à des stages chez vous quand on vient d'une école en dehors du top 10 dans le classement des écoles de commerce En fait, on et va qu'on a, et qu'on croiser. a, et qu'on a déjà fait du M&A? Ouais, Voilà. voilà. En fait, nous, on va croiser école et expérience. Donc, je caricature, hein, et voilà, quelqu'un qui a 2 ou 3 expériences en M&M et peut-être quelque chose d'académique qui serait peut-être un peu plus limité, clairement, c'est des gens qu'on va quand même avoir en entretien. Voilà, et juste avoir une excellente école sans aucune expérience en finance au sens large, avec que des choses complètement différentes, c'est pas forcément ça qui nous font voir le candidat non plus. Voilà, Parfait. Écoutez, merci beaucoup Bernard, Nina, Pierre. Et je ne sais pas si vous avez un mot de conclusion pour nos étudiants. Non, non, écoutez, j'espère qu'on vous a permis de comprendre un peu le fonctionnement de la maison. Donc en tout cas, bon, si on est là, on l'aime beaucoup, mais moi particulièrement, parce que ça fait quand même longtemps que j'y suis. N'hésitez pas, vous savez comment ça se passe, voilà, prenez contact avec les personnes un peu autour de vous ou des juniors de l'équipe quand vous avez des questions. Voilà, on essaye vraiment, nous, de répondre. Alors parfois, on peut pas répondre à tout le monde parce que ça prend beaucoup de temps en plus du processus de recrutement, mais voilà, on essaye et quand vous rentrez en contact avec quelqu'un, n'hésitez pas à essayer de personnaliser un tout petit peu la prise de contact. Ça rend la probabilité de réponse beaucoup plus importante. Voilà.
Merci à tous les trois. J'étais ravi d'animer ce webinaire avec vous. C'était vraiment un plaisir de mettre en avant la Banque au Tingre aujourd'hui. Pour ceux qui le souhaitent, le replay sera disponible dans les prochains jours sur notre site et chaîne YouTube. Pour ceux qui ne le font pas encore, évidemment, suivez nos pages LinkedIn et Insta pour être au courant de l'actualité du secteur. On met beaucoup de petits deals et d'actu financières. Ça peut servir quand on peut passer d'entretien. Et puis évidemment, pour ceux qui souhaiteraient débuter ou booster leur préparation avec nos packs, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Parfait. Merci Guillaume, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.